bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Mélissa Bissonnette, je suis professeure en gestion de la diversité en éducation à l'UQAM, membre du CRIFPE et co-responsable avec la professeure Rola Kobesi de l'Université de Montréal du pôle de recherche en éducation inclusive du CRIFPE. Donc, nous sommes vraiment très heureux, très heureuses en fait de vous accueillir à ce webinaire offert par Monsieur Abdel-Jalil Akari. Donc, Monsieur Akari est professeur en dimension internationale et comparative à l'éducation en fait de l'Université de Genève. Il a auparavant, pardonnez-moi, enseigné à l'Université de Fribourg et à l'Université du Maryland également. Donc, ses principaux travaux de recherche concernent l'éducation interculturelle, l'internationalisation des politiques éducatives, la digitalisation de l'enseignement et la coopération internationale en éducation. Chercheur et auteur prolifique, il a publié plusieurs articles scientifiques et ouvrages, dont Approche interculturelle en éducation, de même que Éducation à la citoyenneté mondiale. Il est membre du CRIFPE et nous avons l'honneur de le compter parmi les membres actifs du pôle de recherche en éducation inclusive du CRIFPE. Donc, pendant la présentation de M. Akari, nous vous invitons en fait à poser vos questions grâce à l'icône questions et réponses, en fait, l'icône Q&A et de ne pas utiliser le clavardage pour poser vos questions, s'il vous plaît. Donc, à la suite de la présentation, Gabrielle Montesano, une étudiante au doctorat et aussi membre du pôle de recherche en éducation inclusive, animera la période de questions à ce moment-là. Donc, il y aura un enregistrement du webinaire d'aujourd'hui qui sera disponible prochainement, évidemment, sur le site web, de même que le diaporama qui sera présenté. Donc, Monsieur Akari, bienvenue. Nous vous remercions grandement de votre présence aujourd'hui et je vous cède dès maintenant la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Et c'est plutôt à moi de vous remercier, remercier le pôle sur l'éducation inclusive du CRIFP, remercier aussi le CRIFP pour mon invitation et j'ai le plaisir de partager avec vous un certain nombre de réflexions sur cette thématique et en fait, c'est une thématique vraiment dans l'actualité parce qu'on remarque que dans beaucoup de systèmes éducatifs, on parle d'inclusion, on parle d'inclusivité, on parle d'éducation inclusive. Et moi, je dirais, je vois deux raisons pour cette inflation, en fait, de discours sur l'inclusion. Alors, il y a quelque chose de positif dans le fait que l'inclusion est au centre des politiques éducatives actuellement. C'est parce que aussi on est à 5 ans de l'échéance de l'ODD, des objectifs du développement durable, dont l'objectif 4 s'intitule une éducation inclusive pour tous, et donc tous les pays du monde vont se réunir quelque part dans le monde en 2030 pour faire le point sur cette thématique. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Mais il y a aussi une autre explication de cette omniprésence de l'inclusivité dans le discours sur l'éducation. Et en fait, paradoxalement, il se peut que le discours sur l'inclusion puisse servir à cacher les réalités de l'exclusion et de l'inégalité en fait dans les systèmes éducatifs dans le monde. Et en fait, c'est un petit peu le fil rouge de mes propos aujourd'hui, c'est en fait de vous montrer que nous avons un chemin très lent pour s'approcher de l'inclusivité, étant donné finalement les réalités d'inégalité, les réalités de cumul d'inégalités qu'on observe partout dans le sud global. Alors évidemment, mes propos vont porter plus sur les pays du sud qui ont
un chemin encore plus long que des pays comme la Suisse, le Canada, les États-Unis et d'autres pays de l'OCDE. Mes propos seront divisés en quatre parties. Dans la première, je vais parler de l'inclusion dans le contexte de l'ODD 4. Est-ce que c'est un objectif pertinent ou il s'agit d'une chimère? Le deuxième point, c'est quels sont finalement les objectifs pour l'inclusion à l'horizon 2030. Ensuite, je vais parler des indicateurs de l'exclusion en éducation. Je préfère les intituler les indicateurs de l'exclusion sur lesquels on peut agir pour amener de l'inclusion, mais maintenant d'un point de vue statistique factuel, ce qu'on peut observer, c'est plutôt l'exclusion. Et enfin, je conclurai mes propos par quelques réflexion sur quelles conditions seraient favorables pour une éducation inclusive. Si on situe notre débat sur l'inclusion dans le contexte de l'ODD 4, donc l'ODD 4, c'est l'objectif du développement durable qui traite de l'éducation, et on peut se demander, est-ce que finalement c'est un objectif pertinent ou une chimère? Alors je rappelle que cet objectif comporte de nombreux indicateurs, mais le fil rouge, c'est que tous les pays du monde, tous les systèmes éducatifs dans les pays du Sud doivent offrir une éducation inclusive de bonne qualité pour tous et toutes. Et on le sait déjà, c'est que malgré certains progrès quantitatifs, et on est à 5 ans de l'échéance 2030, on sait que la plupart des pays du Sud n'atteindront pas la majorité des indicateurs pertinents pour l'inclusion. Je vais prendre un exemple concret. L'un des indicateurs de l'ODD 4, c'est demander à tous les pays du Sud d'offrir une année d'éducation préscolaire de qualité pour tous les apprenants, pour tous les enfants. Et moi-même, je me suis penché sur cet indicateur et les dernières données nous montrent, par exemple, dans le cas de l'Afrique subsaharienne, il y a actuellement moins de 20% en moyenne des enfants qui sont dans le préscolaire quand ils sont âgés de 5 ans. Ça veut dire on est très loin de l'objectif de 100% des enfants africains ayant l'accès à une année d'éducation préscolaire, et je ne parle pas de la qualité, c'est-à-dire même en termes de quantité, nous sommes loin de cet indicateur sur l'accès au préscolaire. Et donc, en fait, ce qui m'amène vraiment à me poser la question, est-ce que ça a un sens de proposer les mêmes indicateurs, les mêmes objectifs pour 200 pays dans le monde, plus de 200 pays et territoires dans le monde, qui ont des réalités économiques, sociales, politiques, culturelles, éducatives différentes? Moi, j'estime que c'est un pari très risqué, et ce pari-là devrait être accompagné par une nécessité pour chaque pays d'adapter des indicateurs spécifiques avec des priorités. Il faut, en tout cas par rapport aux indicateurs de l'ODD qui vont aider à rendre les systèmes éducatifs plus inclusifs, il faut établir une hiérarchie, une priorité. Il faut aussi avoir des indicateurs réalistes et contextualisés par rapport au point de départ. Toujours sur mon même exemple, si moins de 20% des enfants africains de 5 ans ont accès à l'éducation préscolaire, il n'est pas réaliste de viser le 100% comme le stipule l'ODD 4. Et par exemple, dans le cas de l'Afrique, il se peut
que l'île Maurice étant à peu près 80% des enfants qui, en 5 ans, qui ont une place dans l'éducation préscolaire. Pour l'île Maurice, ça peut être une priorité que d'arriver à 100%. Par contre, pour des pays comme le Niger, le Mali, le Tchad et bien d'autres qui sont très éloignés, il se peut que cet indicateur sur une année de préscolaire de qualité ne soit pas un indicateur réaliste. Donc, conclusion, je dirais, d'un point de vue du chercheur, l'ODD4 apparaît beaucoup plus comme une chimère que comme un objectif pertinent. D'autant plus que quand on regarde l'évolution des inégalités dans le monde, par exemple la part des revenus de la moitié la plus pauvre de la population par région entre 2000 et 2016, quand on regarde les grandes tendances internationales, on va dire à l'exception de l'Asie et de l'Amérique du Nord, où la part de revenus, je dirais, diminue, la plupart des autres pays du monde, les inégalités stagnent et donc on a un problème dans un environnement mondial où les inégalités sont encore très persistantes. Alors maintenant, par rapport aux objectifs en fait de l'ODD, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que en fait, il y a plusieurs types d'objectifs pour l'inclusion. Nous avons tout d'abord l'objectif par rapport à l'enseignement primaire et secondaire. L'ODD 4 stipule que d'ici 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons puissent suivre à un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité qui débouche sur un apprentissage véritablement utile. Donc ça, c'est un objectif assez important, je dirais structurel, et je pense qu'il faut le traiter d'une manière prioritaire pratiquement dans tous les pays du Sud. Le deuxième objectif, c'est le 4.2. D'ici 2030, faire en sorte que toutes les filles et les garçons puissent avoir accès à des activités de développement de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité. Ça, c'est un objectif qui concerne la population, je dirais, la plus pauvre. Ensuite, nous avons deux autres indicateurs qui me semblent importants pour l'inclusivité. C'est un indicateur, l'indicateur 4.5, qui stipule d'éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les handicapés, les personnes euh, autochtones, les enfants en situation vulnérable et d'urgence à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. Donc, il me semble que dans l'ODD 4, cet indicateur qui concerne les populations vulnérables est très important. Dernier indicateur par rapport à l'inclusion que j'ai choisi d'extraire par rapport à la multitude d'indicateurs, c'est un indicateur qui concerne l'infrastructure scolaire et qui stipule qu'il faut construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées aux deux sexes et adapter les établissements existants à cette fin afin de fournir des cadres d'apprentissage effectifs qui soient sûrs, exempt de violence et accessible à tous. Et donc, on voit vraiment clairement qu'on est en train de voir des objectifs très ambitieux par rapport à l'inclusion. Alors, qu'est-ce qui peut nous amener, je dirais, à des indicateurs de l'exclusion en éducation? Je pense là, on arrive au cœur du sujet et en fait, de plus en plus, nous collectons des données qui montrent que l'ampleur de l'exclusion dans l'éducation dans le Sud global est très importante à 5 ans, je le rappelle encore, de l'échéance de 2030.
il y a deux principaux problèmes, c'est qu'il y a les enfants qui sont et les jeunes qui sont exclus d'une manière plus ou moins précoce de la scolarisation. Donc, en règle générale, maintenant, de plus en plus d'enfants ont accès euh, à la première année d'enseignement primaire, dans presque pratiquement dans tous les pays du monde, même les chiffres en Afrique subsaharienne arrivent à 80-85% des enfants des pays de l'Afrique subsaharienne arrivent à entrer à l'école primaire à 6 ans. Toutefois, nous avons quand même des enfants qui sont encore exclus d'une manière plus ou moins précoce de la scolarisation. Et donc, ça, c'est vraiment un élément très important, c'est qu'on n'est toujours pas dans un accès universel à l'école primaire. Un autre élément qui est aussi central, c'est le fait que beaucoup d'enfants et des jeunes fréquentent l'école avec une qualité insuffisante. Et je dirais moi-même, j'essaie d'être sur le terrain le plus fréquemment possible. J'étais il y a quelques mois au Niger dans une enquête dans les écoles de Niamey avec des collègues nigériens pendant plusieurs semaines. Je partirai la semaine prochaine au Tchad pour le même type d'enquête. Et malheureusement, quand vous êtes sur le terrain, quand vous allez faire des études dans les écoles primaires, dans le Sud global, en particulier en Afrique subsaharienne, ce que vous allez constater, c'est l'absentéisme des enseignants, des classes surchargées, le manque de matériel scolaire, des infrastructures inadéquates. Et donc, en fait, c'est vraiment ces indicateurs qu'on peut appeler les indicateurs de l'exclusion qui sont extrêmement présents. Alors, pour détailler ces indicateurs de l'exclusion, nous avons, par exemple, le taux de non-scolarisation, ça veut dire le nombre de jeunes et d'adolescents qui sont en dehors de l'école. Le taux de non-scolarisation reste élevé. Il a tendance à baisser pour l'Afrique subsaharienne, puisqu'il a passé de 1990 à 2015 de 50% à peu près à 35%, mais il reste encore important. Dans le monde en général, le nombre de jeunes non scolarisés baisse en valeur, mais nous avons un certain nombre de régions du monde qui restent le lieu d'une exclusion massive des jeunes. Là, j'ai essayé d'extraire de la base de données de l'UNESCO le nombre moyen d'années de scolarisation de la population qui a 25 ans et nous avons un certain nombre de pays sur cette carte. On voit clairement qu'en 2014, le nombre moyen d'années de scolarisation il varie entre 1,77% et 10,34% pour l'Afrique du Sud. Donc, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, ils sont plutôt autour de 1,77%. En 2022, donc les derniers chiffres disponibles, on a une stagnation en Afrique du Sud, puisqu'on a 9 années en moyenne de scolarité, et puis on a une légère progression puisque les pays de l'Afrique de l'Est ont 32 années de scolarisation. Donc, il y a une certaine amélioration, mais la situation reste quand même relativement préoccupante. Alors maintenant, quels sont les facteurs d'exclusion par rapport à la scolarisation? Et les données nous le montrent clairement. En fait, souvent, il y a un cumul de facteurs d'exclusion. Alors, les principaux facteurs d'exclusion, je vais commencer bien sûr par l'appartenance sociale. L'appartenance sociale des enfants va
exprimer leur avenir par rapport à une probable exclusion ou non du processus de scolarisation. Nous avons la situation d'handicap, les enfants qui sont en situation d'handicap. Nous avons le genre dans certains nombres de pays qui reste encore un facteur important d'exclusion. On a un facteur pour lesquels on ne dispose pas toujours de données, mais on commence à avoir un certain nombre de données, c'est l'ethnicité. Donc, dans le sud global, souvent, on a affaire à des sociétés multiethniques. Et quand on essaye de voir qui est exclu de la scolarisation dans des pays multiethniques, on voit quand même que certaines populations, euh, certaines appartenances ethniques produisent de l'exclusion par rapport à la scolarisation. Et puis, il y a aussi la question de la ruralité. Les enfants ruraux sont en moyenne beaucoup plus exclus du processus de scolarisation que les enfants urbains. Euh, alors, les enfants handicapés ou les enfants porteurs d'handicap, en général, représentent 15% des enfants non scolarisés dans le monde. Vous avez ici un certain nombre de pays avec le décalage entre enfants qui sont porteurs d'un handicap par rapport aux enfants qui ne sont pas porteurs d'un handicap. Quand vous avez le point bleu, quand vous avez la plus grande distance entre les points bleus et bleu foncé, bleu clair et bleu foncé, par exemple, dans le cas de la Mongolie, nous avons uniquement 5% d'enfants qui ne sont pas handicapés, qui sont exclus de l'école, alors qu'on a affaire à plutôt 5 fois plus d'enfants handicapés qui sont exclus de l'école. Et en Irak aussi, cette amplitude de l'exclusion, elle est très très forte. C'était pour illustrer justement ce facteur d'exclusion. Par rapport à la parité au genre, on peut dire la bonne nouvelle, parce que dans ce tableau où je brosse plutôt un bilan très contrasté et négatif de l'exclusion, peut-être il y a un point qui est intéressant. D'une manière générale, dans le sud global, la parité liée au genre est beaucoup plus atteignable que la parité liée au statut socio-économique. On voit que, je dirais, la parité liée au genre, on a vraiment progressé, on est presque au niveau de la parité un peu partout, alors que finalement, l'indice de parité par rapport à l'appartenance sociale, nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour avoir un meilleur accès aux enfants provenant de milieux pauvres ou socio-économiquement faibles à la scolarisation. Alors, ce que j'aimerais vraiment que vous retenez de ma présentation, c'est surtout que euh, les égalités et les inégalités liées au genre se combinent avec les inégalités socio-économiques, celles de la ruralité, et la permanence à l'école devient une mission très, très difficile. Donc, par exemple, quand on examine le taux d'achèvement à l'école, ce taux d'achèvement est vraiment très, très faible pour le cycle secondaire. On voit que dans un certain nombre de pays, très peu d'enfants achèvent le cycle secondaire. Maintenant, j'aimerais parler en fait quelles sont les conditions favorables pour une éducation inclusive. Et je crois que c'est sur ça que le débat doit porter. Et je distinguerai 4 éléments qui peuvent nous permettre finalement de préparer le terrain à une éducation plus exclusive. Alors, le premier élément, ce sont les réformes législatives et le financement de l'éducation. Malheureusement, le financement de l'éducation et à la fois le financement par la coopération internationale et par le financement domestique euh, est en train de stagner alors que la demande scolaire augmente. Je prends un exemple concret comme les pays du Sahel, le Mali,
le Burkina Faso, le Tchad et le Niger, ces quatre pays sont actuellement en train d'avoir un financement externe réduit pour l'éducation, parce que la plupart des bailleurs de fonds, les pays du Nord, ont d'autres priorités de financement, comme la guerre en Ukraine, comme la crise économique dans un certain nombre de pays du Nord. Donc, il y a un tarissement de l'aide à l'éducation qu'on constate. Et puis le financement interne est en train aussi de stagner parce que les quatre pays que je viens de citer ont un dilemme, parce que ces quatre pays connaissent des conflits armés, des situations d'urgence dans plusieurs parties du territoire, voire l'ensemble du territoire, et il y a un arbitrage à faire entre les dépenses de sécurité et les dépenses sociales et bien entendu les dépenses pour l'éducation. La question des infrastructures et des innovations pédagogiques, je crois en termes d'inclusion, l'une des observations qu'on peut faire est que les infrastructures n'ont pas suivi l'augmentation quantitative de la scolarisation dans les pays du Sud. Autrement dit, pour résumer les propos, beaucoup de pays du Sud ont fait une politique du chiffre consistant à inscrire le plus grand nombre d'enfants à l'école dans des infrastructures qui n'ont pas été amélioré, adapté, préparé à recevoir un nombre important d'enfants. Ensuite, il y a toute la question des innovations pédagogiques. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. La profession enseignante et les autres professions, on peut dire que être enseignant dans la plupart des pays du Sud est un choix par défaut. Or, la qualité de l'inclusion ne peut pas ne pas dépendre du travail enseignant. Et justement, le cadre du CRIFP nous exige de répéter que tout ce qu'on investit dans la formation de qualité des enseignants, à la fois au niveau initial et continu, est vraiment un élément très important. Or, comme je le viens de dire, si vous faites des enquêtes pour savoir comment on devient enseignant, dans les pays du Sud global, en général, on devient enseignant, c'est un choix par défaut. Et donc, on a un corps enseignant qui n'est pas motivé, qui a des situations très précaires en termes d'emploi, en termes de salaire, et surtout que nous ne disposons pas d'une marge de progression importante pour améliorer le travail et la professionnalisation des enseignants. Dernier point que j'aimerais développer un peu plus tard, dans quelques minutes, c'est l'implication des parents et des communautés. Je crois qu'il est clair que si on veut euh, aller un bout de chemin dans l'éducation inclusive, on ne peut pas ne pas impliquer plus étroitement les parents et les communautés parce que c'est les parents qui peuvent amener justement à une mobilisation importante sur l'inclusion, notamment des apprenants les plus fragiles. Alors, justement, sur les réformes législatives et le financement, quand on voit par exemple ici différentes régions du monde et on voit le chemin à parcourir afin que l'éducation consacre l'inclusion des élèves à besoins spécifiques. On voit que dans le monde, il y a un certain nombre de pays qui sont encore dans le registre de la ségrégation, qui est ici en mauve foncé à gauche. On a un certain nombre de pays qui adoptent l'inclusion et une bonne nouvelle, par exemple dans le sud global, on a l'Océanie et l'Europe aussi ont fait un chemin pour l'inclusion. Et puis nous avons Hongrie
Alors, on a d'autres pays qui adoptent plutôt l'intégration et on a en Hongrie des pays qui adoptent une posture mixte. Alors, ce qu'on peut dire, c'est en moyenne, la ségrégation recule, mais elle est encore très présente dans un certain nombre de pays. Donc, c'est important vraiment de changer la législation. Alors, par rapport aux innovations pédagogiques, comme je travaille sur les questions interculturelles, aussi on voit par exemple sur les questions de l'infrastructure que disons, pour des raisons culturelles, on a dans le sud global une forte baisse de la scolarisation des filles dès que les filles atteignent l'âge de 10-12 ans. Et en fait, on connaît la solution, c'est parce que dans beaucoup de pays du sud, et vous avez le graphique qui l'illustre parfaitement, très peu de pays offrent des toilettes séparées pour les filles et les garçons. Et donc là, en Afrique en particulier, on a beaucoup de pays où il y a moins de 10% des toilettes sont séparées pour les filles et les garçons, ce qui va gêner beaucoup au maintien des filles à l'école. La même chose pour le taux de redoublement où on a quand même des pays qui pratiquent encore un taux de redoublement très important. Au niveau des programmes d'enseignement, on remarque par exemple que la thématique de l'environnement est beaucoup plus présente que la thématique de la diversité et de la tolérance. Alors, on sait que dans l'ODD 4, le souhait des organisations internationales et des États, c'est de développer l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'éducation qui favorise la diversité culturelle, qui favorise la lutte contre le racisme, les discriminations. Mais quand on regarde de près les programmes d'enseignement, on voit que la problématique de l'environnement est beaucoup plus présente que la problématique de la diversité et de la tolérance. Euh, pour la profession enseignante, en fait, on voit aussi quelles sont les valeurs fondamentales qu'on doit développer au niveau de la profession enseignante et les autres professions pour favoriser l'enseignement inclusif. Il faudrait accompagner tous les apprenants, donc il faudrait que l'accompagnement de tous les apprenants soit une valeur fondamentale chez les enseignants. Il y a aussi la nécessité de travailler avec les autres. Pour un enseignement inclusif, on ne peut pas travailler dans son coin seul et en tant qu'enseignant, il est intéressant d'être dans un collectif d'enseignants, aussi de travailler avec la direction, avec les infirmières et les infirmiers scolaires, avec les parents. Donc, travailler avec les autres comme valeur est quelque chose de favorable à l'inclusion, valoriser la diversité des élèves. J'en ai dit deux mots avant. La question aussi, la formation professionnelle et continue des enseignants, notamment avoir à faire, être un praticien réflexif, mais aussi envisager la formation initiale comme un socle sur lequel on peut mettre un peu plus tard de la formation continue, ne plus prétendre qu'avec la formation initiale, on va couvrir l'ensemble de la problématique de la profession des enseignants. L'implication des parents et des communautés, je pense, on est clair que si on a des parents et des communautés impliquées, on a des bénéfices de cette mobilisation parentale et communautaire, c'est-à-dire dans les lieux où on constate une mobilisation des parents et des communautés, il y a des bénéfices clairs sur l'inclusion de tous les apprenants. Alors après, il faudrait réfléchir en termes de stratégie pour encourager la participation parentale. Il y a différentes stratégies qui ont fait leurs preuves, et notamment des stratégies de l'implication des associations de parents d'élèves, d'ouvrir les portes à l'école pour des journées portes ouvertes. Il y a plein d'initiatives dont on sait leur validité et leur pertinence pour impulser la participation parentale et communautaire. On sait aussi les défis qui restent. Ça veut dire que si on veut mobiliser les parents,
il est clair que nous avons des défis de taille. Par exemple, on sait que mobiliser les associations des parents d'élèves, c'est une tâche très difficile, notamment dans les écoles situées dans des communes pauvres ou accueillant des enfants issus de familles pauvres, parce que les familles et les communautés pauvres n'ont pas le temps de simplement de s'impliquer dans les communautés scolaires. Et c'est plutôt, il faut inverser la logique, il faut que l'école puisse partir vers la communauté et pas s'attendre à ce que les communautés viennent à l'école. Pour conclure, parce que je vois le temps passe et j'aimerais qu'on puisse échanger, notamment par vos questions, je crois que dans le cadre de l'agenda 2030 pour l'éducation, l'inclusion a encore un chemin à faire. C'est un chemin difficile. Il paraît parfois inaccessible, mais il y a quand même quelques lueurs d'espoir, notamment par exemple la question de la parité filles-garçons qui a vraiment avancé dans un certain nombre de pays. Les facteurs d'inégalité souvent se combinent, donc l'inégalité liée à un handicap, l'inégalité liée à l'appartenance sociale, l'inégalité liée au statut ethnique, l'inégalité liée à la ruralité, plein de facteurs d'inégalité se combinent pour rendre l'accès à l'éducation inclusive plus difficile. On peut dire que les politiques éducatives inclusives doivent obtenir non seulement plus de ressources, hein, et quand je parle de ressources, c'est à la fois des ressources financières, mais aussi humaines, mais les politiques d'éducation inclusive doivent mobiliser différents acteurs et faire preuve de persévérance. C'est-à-dire, en fait, c'est des politiques qui doivent se déployer sur le long terme. Il est difficile d'agir pour l'inclusivité si on se place dans le court ou moyen terme. Il faut vraiment des stratégies et des politiques éducatives de longue haleine. Enfin, la valorisation de la profession enseignante est un facteur clé pour la mise en œuvre d'une éducation plus inclusive. Donc, il faut améliorer l'attractivité de la profession enseignante. Il faut améliorer aussi la formation initiale. Il faut renforcer la formation continue et je dirais, il faut aussi, je pense, sur le plan social, rendre je dirais, une certaine crédibilité du respect à la profession enseignante comme une étape nécessaire pour viser l'inclusivité en éducation. Je vous remercie de votre attention et j'espère qu'on peut échanger autour de certaines questions. Merci beaucoup, Monsieur Akari, pour cette présentation qui nous amène peut-être pour certaines d'entre nous dans un autre monde, le Sud global qu'on connaît peut-être un peu moins, entre autres pour celles et ceux qui sont ici au Québec, à Montréal. Alors, je vous invite à poser vos questions dans la boîte Q&R. Je vais les poser à l'oral à Monsieur Akari par la suite. S'il vous plaît, n'utilisez pas le clavardage, ça sera beaucoup plus simple si on retrouve toutes les questions dans le Q&R. Donc, on a déjà une question, M. Akari, si vous me permettez, je vais débuter, puis je Oui. vous donne la parole. Donc, en tant que citoyen du Sud global, il me paraît que la problématique de l'inclusion réside principalement dans les pratiques pédagogiques qui ne sont pas inclusives. Donc, c'est peut-être plus un commentaire. Je ne sais pas si vous voulez Oui. rebondir. Alors, effectivement, je pense que c'est une question très pertinente parce que euh, effectivement, quand vous allez dans le sud global, et j'ai dit moi-même, j'effectue beaucoup d'enquêtes de terrain, parce que je pense que c'est vraiment la responsabilité des chercheurs en éducation comparée internationale d'aller sur le terrain, de ne pas se contenter de rapports. Et c'est vrai, en allant sur le terrain, euh, alors, on constate, donc je suis d'accord avec le commentaire, la question, c'est que les pratiques pédagogiques ne sont pas inclusives. Mais j'ai envie de retourner la question, en fait. Alors,
ou d'essayer de comprendre pourquoi les pratiques pédagogiques ne sont pas inclusives. Et en fait, les pratiques pédagogiques ne sont pas inclusives, en particulier à cause des conditions d'enseignement. Et je parle par exemple de l'école primaire. Quand vous êtes dans une classe de 50 à 60, 80 élèves par classe, vous avez tendance à faire l'activité suivante, c'est vous avez tendance à parler, à écrire au tableau en espérant que la plupart des élèves vous entendent. Vous avez tendance à choisir 2, 3 élèves, les envoyer au tableau pour espérer une réponse positive à votre modèle routinier. Donc, effectivement, quand on essaye d'observer les pratiques pédagogiques, ces pratiques pédagogiques ne sont pas inclusives. Alors après, je pense qu'il y a aussi la question de la langue d'instruction. Dans beaucoup de pays du Sud global, la langue d'instruction est différente des langues premières et maternelles. Donc, ce qui rend les pratiques pédagogiques beaucoup moins inclusives que dans les pays du Nord. Alors après, je rajoute la question de la disponibilité du matériel didactique, la disponibilité des ressources pédagogiques. Donc, en fait, pour moi, je suis vraiment tout à fait d'accord. Les pratiques pédagogiques ne sont pas inclusives, mais moi, j'irai encore plus loin. Et peut-être je vais vous choquer, mais moi-même, quand je fais des enquêtes sur le terrain, le premier lieu que je visite sont les toilettes des établissements, le point d'eau, la cour de récréation, parce que je considère que pédagogiquement, on ne peut pas apprendre dans un contexte hostile. Et je pense, c'est-à-dire on n'a même pas les conditions de départ pour instaurer une pédagogie inclusive, parce qu'en fait, les conditions sont adverses, précaires. Vous avez une toilette fonctionnelle pour 200 élèves. Vous avez, récemment, j'étais dans des écoles et vous vous rappelez, pendant le Covid, on a populariser l'idée qu'il faut que les enfants se lavent les mains. Alors, j'étais pendant le Covid où il y a beaucoup d'organisations internationales, dont une que je ne vais pas nommer, qui a offert des jerrycans en métal pour que les enfants se lavent les mains. Je suis revenu après le Covid, il n'y a ni eau et les jerrycans ne fonctionnent pas. C'est parce qu'en fait, on a conçu un projet ponctuel pour le Covid et en fait, dans les mêmes écoles, la situation, elle a quand même reculé. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Il faut revoir les conditions de fonctionnement des écoles dans le Sud global et ensuite, il faut travailler sur l'inclusivité. Alors, après, l'inclusivité, ça peut aller aussi jusqu'à quel type d'approche pédagogique on utilise, les travaux de groupe, diversifier sa pédagogie, tenir compte de la langue maternelle des apprenants. Donc je suis vraiment tout à fait d'accord que le pédagogique est le premier pas à l'inclusion, mais j'ai plutôt tendance à voir l'inclusion comme à la fois des politiques publiques, à la fois des pratiques pédagogiques dans la salle de classe et aussi un état d'esprit. Alors, moi, comme formateur d'enseignants, j'essaye souvent de travailler avec mes enseignants ici à Genève sur la notion d'éducabilité universelle. Quand on est enseignant, on doit rendre inclusifs tous nos processus éducatifs, quels que soient les signaux que les apprenants ou l'institution nous envoient. Et donc, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'inclusion est d'abord une inclusion pédagogique. Merci. Je céderai la parole à Rola. Si tu es capable d'ouvrir ton micro, elle a sa main levée. Merci beaucoup, c'est super intéressant. En fait, ça nous mène toujours à faire une réflexion sur la complexité aussi de ce concept, à quel point c'est important de contextualiser et décontextualiser ce concept d'inclusion.
Et puis, c'est super intéressant de parler de l'inclusion dans les pays du Sud, puis ces mêmes indicateurs, peu importe le contexte, ça nous fait rappeler aussi du concept d'éducation en situation d'urgence et de crise qu'on utilise, peu importe les situations de crise et d'urgence. Mais ma question, ou peut-être une réflexion, je ne sais pas, vous dites que l'inclusion a un chemin à faire et tout à fait correct, mais aussi à quel point c'est une question de pouvoir, c'est une question de décision politique. Donc, vous parlez des facteurs structuraux, mais ces facteurs, ils ne sont pas seulement en lien avec le pays lui-même, mais on parle encore de la dominance linguistique, d'une hégémonie culturelle, d'une exploitation même économique. Même les conflits armés sont encore financés par les pays du Nord. Et même les projets éducatifs, à quel point on tient compte de la langue nationale, du savoir national, des normes, des codes culturels des pays. Et donc, même si on a des projets de financement, mais je ne crois pas que c'est le financement en tant que financement, mais plus c'est à quel point on est vraiment dans un projet qui vise à améliorer le système d'éducation. Donc, pour sortir un petit peu aussi des clichés et des pratiques compensatoires. Et la même chose, vous parlez aussi de la langue d'enseignement, on ne sait pas encore, c'est la langue nationale, c'est la langue. Donc, c'est comme si on est encore dans un projet de colonisation culturelle, linguistique, éducative, et aussi, donc, ça, c'est un facteur à prendre en considération lorsqu'on parle de l'inclusion dans ces pays, non? Oui, alors Roland, je suis absolument d'accord. On a un pédagogue qu'on respecte tous, je pense, dans le milieu de l'éducation, c'est Paulo Freire. Et je suis souvent d'accord avec Paulo Freire quand il dit que l'éducation, elle peut être ou elle domestique ou elle libère. Il a une vision un peu dialectique de l'éducation. Et moi, souvent, je dis, le système scolaire est ambivalent. C'est-à-dire, à l'école, on a des pratiques qui tirent vers la colonisation, la domestication, la domination. Mais justement, la chance de l'école, c'est que même quand elle est conçue dans un rapport de domination, on peut la détourner. On peut trouver des processus de libération. Et donc, justement, je pense que l'état de l'éducation dans les pays du Sud, et ça interpelle aussi notre position en tant que chercheurs, en fait, on se rend compte, et ça nous révolte, que d'ici 5 ans, de toute façon, on est loin de ces indicateurs. Et parce qu'en fait, on est loin de ces indicateurs, parce qu'il y a des organisations, des pouvoirs politiques, des États qui tirent les ficelles pour empêcher l'éducation de devenir véritablement inclusive. Et donc, en fait, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas exclure tous ces hégémonies culturelles, politiques, de financement, de dépendance. Mais en même temps, je pense qu'il est fantastique dans l'éducation, dans la salle de classe, c'est que l'éducateur, quel que soit le contexte oppressant dans lequel il est, il peut avoir des îlots de décolonisation. Donc, effectivement, alors après, on peut en débattre. Est-ce que finalement, ce qu'il nous faut, c'est des réformes sérieuses sur le chemin de l'inclusion ou est-ce qu'il nous faut une rupture? Alors vraiment, moi, j'ai pas vraiment la réponse et je pense que la question de la domestication se pose aussi dans les pays du Nord, c'est-à-dire des pays dont l'infrastructure, qu'elle soit au Québec ou à Genève, ne pose pas beaucoup de problèmes, mais même quand l'infrastructure peut être inclusive, c'est les pratiques des professionnels qui ne le sont pas. Et donc ça aussi, je pense, ça peut amener au débat politique que tu as posé. Donc je te remercie de ton commentaire. Je vois qu'il y a encore quelques questions ou remarques. Oui, merci. Donc, on a une question, la question suivante. Comment les technologies numériques peuvent-elles contribuer à l'inclusion dans l'éducation?
Alors, vaste question qui peut nous amener plusieurs webinaires. Alors, moi, je pense ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on utilise les technologies numériques. Je vais prendre un exemple concret. Effectivement, les technologies numériques, si elles nous permettent d'atteindre des apprenants qui seraient inatteignables sans technologie numérique, euh, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Par exemple, moi-même, là, je dirige un certificat universitaire destiné à des jeunes réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés en Afrique. De toute façon, on n'a pas la possibilité d'offrir ce certificat en présentiel. Donc, on utilise les technologies, en fait, pour contourner, pour détourner des difficultés sécuritaires, de financement et plein d'autres choses. Mais je dis toujours, les technologies numériques ne sont pas neutres. Ce qu'il faut voir, c'est que les technologies numériques, c'est des technologies qui se basent sur le modèle de l'éducation bancaire de Paulo Freire. Donc, quand on utilise une technologie numérique, euh, on est censé stocker du savoir dans une plateforme et on est censé transmettre plus rapidement, plus facilement ce savoir. Alors se pose la question, justement après le Covid, il y a des millions qui ont été dépensés en Afrique pour assurer la continuité pédagogique, mais la grande question, c'est pas est-ce qu'il faut installer des plateformes numériques en Afrique? La réponse oui, mais la question c'est qui va remplir ces plateformes et avec quel savoir? S'il s'agit de numériser les manuels belges, français, suisses ou canadiens, c'est contre-productif. Donc, moi, j'ai tendance à dire technologie numérique, oui, à condition d'avoir une posture critique et qu'on travaille sur la localisation et la contextualisation. Je crois, ce qui est important, c'est de ne pas laisser le Sud global à l'écart de la technologie numérique, y compris l'intelligence artificielle. Mais maintenant, toute la question, est-ce qu'on est capable de travailler sur la localisation et la contextualisation? Et malheureusement, beaucoup de programmes numériques ne travaillent jamais cette question de localisation et de contextualisation parce qu'ils sont des concepts trop difficiles. Par exemple, la langue. Si on ne résout pas le problème du droit à l'apprenant à apprendre dans sa langue maternelle, on va toujours le bombarder avec du numérique et avec des langues étrangères. Très intéressant. Il y aurait une dernière question. Avec tous les défis que font face les pays du Sud, est-ce que l'inclusion sera un jour au rendez-vous, hormis la question du genre? Par exemple, dans beaucoup de régions, il y a des problèmes d'électricité dans les écoles et les budgets sont sous tension. Alors, c'est une excellente question et en fait, pour moi, je mets ça dans le cadre de ma critique assez radicale de tout ce qui est déclaration internationale. Alors que moi-même, j'ai participé à l'agenda 2030 de l'éducation avec la déclaration d'Incheon, tout ça. En fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'éducation que tous les pays du monde se donnent les mêmes objectifs. Et ils vont se rencontrer dans 5 ans pour comparer ces objectifs. Et justement, pour ma part, je considère que c'est pas le bon chemin. Je considère c'est que chaque pays, chaque province, voire chaque région devrait produire par un dialogue et un consensus le cadre local des priorités éducatives. Et ce cadre local des priorités éducatives, il ne peut pas être commun. Et donc, ce travail n'a pas été fait. Alors, pour me donner un exemple concret, puisque je travaille beaucoup dans les pays de l'Afrique subsaharienne, le Sahel, les pays que j'ai cités, je considère que l'inclusion, dans le sens nord-américain ou européen du terme, n'a pas encore sa place dans beaucoup de ces systèmes. Et en fait, si on l'introduit, ça va être du saupoudrage
d'un concept qui n'a aucune réalité factuelle. De mon point de vue, ce qu'il faut se concentrer, c'est plutôt sur euh, les trois piliers de l'éducation de base de qualité. De mon point de vue, les trois piliers de l'éducation de base de qualité, c'est tout d'abord une infrastructure accueillante pour tous les enfants. Quand je vous dis que dans des pays comme le Mali, le Niger, 30% des classes sont en paillotes précaires, ça veut dire on prend des branchages et des herbes et on fait une classe. Donc la priorité, c'est d'avoir une classe respectant une architecture qui met les enfants dans des conditions où ils peuvent apprendre, pas sous 40 degrés, pas un toit qui fuit. Donc, il faut travailler l'infrastructure, il faut travailler l'accès aux sanitaires, il faut travailler l'accès à l'électricité, à l'eau. Donc, des choses vraiment basiques pour qu'une école fonctionne. Deuxième pilier, il faut avoir des enseignants motivés, payés et formés. Et on en est encore loin. Je cite un autre exemple, au Tchad, 80% des enseignants du primaire sont communautaires. Ça veut dire souvent des enseignants qui ont simplement 3 années de scolarité de plus de leurs élèves de 6e année primaire. Donc, tant qu'on n'a pas des enseignants de qualité, ben, on peut parler d'inclusivité, mais on n'aura pas les enseignants pour l'apporter. Et troisième élément, je pense qu'il est important, c'est de travailler un peu la pertinence de l'éducation de base. Est-ce qu'on a des ressources pédagogiques pertinentes, adaptées au contexte culturel? Est-ce que tous les enfants ont un manuel scolaire? Est-ce que le manuel scolaire propose des défis didactiques en lien avec la culture locale ou nationale? Donc, euh, alors, qu'on me comprenne bien, je ne suis pas contre des innovations portées par l'inclusion, mais ce que je dis, c'est qu'il faut un écosystème dans lequel l'inclusion peut prospérer. Et dans beaucoup de pays du Sud, cet écosystème n'est pas encore présent parce qu'on a fait du chiffre sans tenir compte des piliers d'une éducation de base de qualité que j'ai essayé d'expliquer il y a quelques minutes. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Il resterait 2 minutes. Il y a une dernière question, Monsieur Akari. Je ne sais pas si vous Oui, voulez. oui, oui, non, je peux essayer de la traiter Parfait. et Puis de conclure. ça sera Voilà. la dernière. D'après les données présentées, l'école dans le Sud global manque d'inclusivité. Ne pensez-vous pas que les chercheurs et spécialistes à l'échelle locale devraient s'impliquer davantage pour favoriser l'inclusion? Si oui, que faudrait-il faire concrètement? Nous avons besoin de la coopération internationale, notamment des spécialistes comme vous. Alors, effectivement, je pense que l'enseignement supérieur dans les pays du Sud a une responsabilité très importante pour impulser l'inclusivité. Et en fait, je dirais, moi, ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau, c'est en général, quand j'engage des enquêtes dans les écoles dans les pays du Sud, en général, je ne vais jamais seul, je vais avec des collègues des universités du Sud. Malheureusement, ces universités affrontent des problèmes de massification, des problèmes de base, même dans l'enseignement supérieur, mais je considère que des équipes de recherche, des partenariats de recherche pour aller dans les écoles, travailler ensemble et en fait je vais plus loin, c'est-à-dire moi mes terrains dans le sud global m'aident beaucoup à comprendre la stagnation ou le blocage de l'inclusivité dans les pays du Nord. En fait, pour moi, faire des enquêtes dans le Sud global, c'est pas un dépaysement ou une décentration bon marché. C'est plutôt essayer de comprendre comment cette forme scolaire qui a été conçue pour libérer les individus ne cesse pas de les opprimer un peu partout dans le monde, beaucoup plus dans les pays du Sud vu les conditions structurelles, mais pour ma part, je ne considère pas que l'inclusivité dans le Nord est un processus achevé. Au contraire, je pense justement, nos travaux dans les pays du Sud peuvent nous montrer certaines pistes qu'on pourrait aussi explorer dans le Nord.
Voilà, je pense que il me reste à vous remercier de votre invitation. On va mettre à disposition les diapositives et puis on peut continuer le dialogue dans d'autres occasions. Je laisse Mélissa le mot de la fin. Ben, un grand merci à tout le monde. Évidemment, ce sera un plaisir de revoir l'enregistrement. Évidemment, il y a tellement de choses intéressantes dans ce qui a été dit. Euh, je conclurai peut-être en disant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, évidemment, et de s'assurer, en fait, que toutes les conditions gagnantes pour que l'inclusion puisse prospérer, comme vous aviez bien dit dans vos propres mots, est essentielle justement dans le Sud global. Donc, un grand merci, Monsieur Akari, pour cette présentation fort pertinente. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé et rendez-vous pour un prochain webinaire. Restez avec nous à venir. Voilà. Très bonne soirée pour tous et toutes. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.